Alors, c'était la faute de mon père, la faute de mon père, entre guillemets. Si vous avez accédé à l'éducation. Oui. Mais c'était une grande chance aussi pour une jeune fille. Je ne serais pas ici aujourd'hui. Voilà. Merci, docteur Edna, pour ce retour sur votre parcours, votre enfance et votre éducation. Donc, ensuite, vous êtes rentré au Somaliland. Vous avez poursuivi vos études où? Vous avez fait finalement vos études d'infirmière où? Bon, ça c'est venu un peu plus tard. Oui. En 52, j'ai pris mon certificat d'études primaires parce que voilà, ça arrivait jusqu'à ce, il n'y avait pas de lycée, il y avait pas, c'était là où c'était la fin. Et je retournais en Somaliland. 14 ans et demi, 15 ans. Je parlais très mal l'anglais. Alors, papa a dû engager un enseignant chez nous l'après-midi pour m'enseigner l'anglais. Enfin, je parlais l'anglais, mais avec un accent français. This is a door. This is a table. Non. This is a table. Alors, j'étais encouragée à parler l'anglais comme les Anglais. Mais c'est tout ce que je pouvais faire. Il n'y avait rien d'autre. Les filles ne travaillent pas. Travaillent. Pourquoi? Son père est riche. Mais pourquoi? Alors, travailler, ça, c'était même pas une considération. Heureusement. Il y avait aussi encore le mariage précoce. Donc, vous avez encore eu de la chance parce que les filles de votre génération et de cette époque se mariaient déjà à 15 ans, 14 ans. Qui voulait se marier avec une fille qui joue au football? Qui grimpe des arbres? Mais heureusement, il y avait une femme médecin, l'épouse d'un médecin, qui elle aussi était médecin, et elle soignait les femmes. Pardon. That's okay, no worries, I can do that. Qui avait besoin d'interprètes. Et elle me dit, Dr. Ash a besoin de toi. Moi, le mot besoin, si quelqu'un me dit, oh, on a besoin de toi, je saute. Alors, c'est le mot magique. Dr. Ash, elle soigne des femmes, des enfants, elle ne parle pas le somalien, et elle a besoin de toi. Est-ce que tu peux l'aider? Mais bien sûr. Alors, pour moi, c'était la découverte. Une femme peut devenir médecin? Parce que toute ma vie, je voyais que des médecins hommes. Et voilà une femme, médecin, chirurgienne. On l'appelait à 2 heures du matin, il y avait des problèmes. Et on me réveillait aussi parce que j'étais sa bouche, j'étais ses oreilles. Je voyais une femme qui sauvait la vie, une femme qui travaillait d'une manière que j'avais jamais vu une femme travailler. J'ai grandi dans une maison où on dit mais une femme qui travaillait, mais d'une manière professionnelle. Ça, c'était devenu mon role model. Les femmes peuvent travailler. Elle est à l'origine de votre vocation pour la médecine. Et moi, je voulais devenir comme cette dame-là. Ah, très bien. Voilà, très bien. C'était déjà quelque chose qui... un nouveau continent, une autre découverte. Donc, il y a des personnages comme ça dans votre vie qui vont vous marquer à différentes époques, qui vont marquer votre parcours et qui vont vous inspirer. En fait, il y a votre père qui est médecin, qui est déjà un rôle modèle, qui grâce auquel vous accédez à l'éducation. Et puis, ce docteur H, cette femme qui va faire naître chez vous une vocation qui va plus vous lâcher. Et ensuite, après 6 mois, l'école pour les filles était ouverte à Borao.
Et il y avait des enseignantes anglaises pour les filles qui parlaient ni un mot d'anglais. Alors, on avait besoin d'interprètes et d'assistantes pour ces filles-là. Alors, Dr. Ash a dû parler avec quelqu'un pour dire vraiment, pour qu'elle gaspille tout son temps à être mon interprète, peut-être elle pourra faire quelque chose de plus important pour le pays. Peut-être elle pourra assister les enseignantes. Et c'est comme ça qu'un jour, elle me dit, il y a l'école à Brown, on a besoin d'assistantes, et on a décidé de vous envoyer là-bas. Mais je ne suis pas enseignante. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ben, tu vas aider les enseignantes. Et on va te payer 30 rupees. Parce que dans ce temps-là, on utilisait la monnaie indienne. Mon premier salaire était 30 rupees, which is about 40 shillings. 40 shillings, maintenant, c'est 1000 francs. 2000 francs. Et voilà. Mais c'était un salaire. Je gagnais ma vie. Mais là encore, votre famille accepte de vous laisser partir. Alors que oui, vous êtes, ils avaient déjà un petit bout de femme. Mon père était d'accord. Oui. Mais c'était à convaincre maman. Mais oui, le scandale. Alors, c'est arrivé, c'était décidé, et j'ai accepté. Et il y avait une autre fille qui avait fait l'école à Djibouti. Amena Chama Adole. Alors, on était deux de Djibouti, deux Djiboutiennes, et une fille, Amena Ma'al Qassim, qui avait appris à lire et à écrire, elle aussi, avec les garçons, à Cher. Alors, on était 3 révolutionnaires, 2 Djiboutiennes et une de Cher, et on était les premières. Et c'est là où on a commencé à travailler. Et ensuite, quand est-ce que vous partez au Royaume-Uni, en Angleterre, donc oui. à l'époque, pour faire finalement, pour réaliser cette vocation de devenir infirmière ou d'entrer dans le corps médical? Oui. C'était à quelle époque que ça vient, ça? Ça, c'était en 1954, parce que chaque année, les élèves, les garçons qui avaient terminé leurs études secondaires, les tops étaient choisis et recevaient un scholarship, une bourse, étaient envoyés ou au Soudan ou en Angleterre. Mais c'était toujours des garçons qui allaient. Et cette année, il y avait des examens, il y avait quelqu'un qui venait de Londres, le Colonial Office, qui gérait les examens, et on choisissait les tops. Et j'étais la seule fille qui était admise à l'examen. Et comme si j'avais le coronavirus, les garçons étaient dans une salle, et moi, j'étais dans une autre salle pour prendre les mêmes examens. Parce que être dans la même classe avec des garçons, m'asseoir là, faire mon examen avec les garçons, c'était considéré, c'est pas normal. Non. Nami yale hishone, inama dhex fadhiisan. Oo intay halkaas soo gashay inamada halka dhex fadhiisan doonta. Alla indha adag. C'était comme ça. Alors, heureusement, j'ai passé et j'étais devenue la première. Et après, on a dit, mais on ne va pas l'envoyer toute seule. Mais il faut chercher une deuxième. Où ça? Alors, il y avait une autre, à Aden,
parce que c'était aussi un protectorat britannique. Et on a trouvé cette fille, Jessie. Et toutes les deux, on est allés en Angleterre en 1954, au mois d'octobre, avec 9 garçons. Et c'était la première fois que je montais dans un avion, la première fois que j'allais dans un pays, un autre pays, hors de l'Afrique. J'étais toute seule, je n'étais pas avec ma tante ou ma mère, j'étais toute seule. Et c'est là où je suis allée en Angleterre. On nous a hébergés avec une famille britannique pour apprendre mieux parler l'anglais, apprendre les habitudes, la culture, la nourriture qui n'était pas la meilleure. Mais c'est là où j'ai commencé à to compete. How you compete? C'est là que vous êtes devenue une femme adulte. Compétition. J'étais en compétition. Oui. Avec pas des centaines, pas une dizaine d'élèves, pas une vingtaine, pas une trentaine, mais avec des milliers. Dans le South Bank University, des milliers. Il y avait tous les départements, il y avait la médecine, la dentisterie, l'ingénieur, la musique, il y avait tout. Et moi, je voulais devenir infirmière parce que mon objectif, c'était un jour de retourner chez nous et de travailler avec mon père, d'assister mon père. Parce que je voyais un homme qui travaillait beaucoup, qui avait très peu d'assistance pour l'aider. Et c'était là, ça c'était mon objectif. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me battre, à avoir une éducation. Et en Angleterre, il n'y avait pas tellement d'étrangers dans le temps. Hein. En 1954, je suis heureuse qu'il y a des Européennes ici. Je me rappelle, il y avait des gens qui disaient Excuse me, do you mind if I touch you? Oh, it doesn't come off. Oui, jusqu'à ce point. Parce qu'ils n'avaient pas vu une Africaine, ils ne savaient pas que ma couleur était permanente. Et ils disaient, mais excusez-moi, est-ce que je peux vous toucher pour voir si la couleur change? Est-ce que vous lavez? Est-ce que vous... excusez-moi, est-ce que c'est vrai en Afrique on mange les gens? J'ai dit oui, heureusement j'ai pris un grand petit déjeuner ce matin. Tu ne peux pas t'inquiéter. Mais on commence à vivre avec le monde. Parce que c'est par manque d'expérience. Et c'est comme chez nous maintenant. Quand on voit un blanc dans un village, on dit Allah, c'est la même chose. Alors, les gens ne sont pas habitués à voir des gens qui sont différents à eux. C'est la différence qui leur surprit. It's a very honest, a very clean, it's a very spontaneous curiosity. L'anglais, pardon. Oui, très bien. Mais et donc, il faut prendre le monde comme ça. Il faut accepter. Nous sommes différents. Il y a des grands, il y a des courts, il y a des gros, il y a des maigres, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a de tout. C'est un monde. Oui. C'est un monde et il faut accepter et il faut se compléter. Il faut apprécier la différence. Apprécier. Et heureusement que nous sommes tous différents, parce que chacun de nous apporte quelque chose. Voilà. Et donc voilà, vous terminez vos études avec brio, donc vous avez un parcours universitaire très brillant, vous rentrez au Somaliland, où vous êtes l'un des rares cadres de l'administration publique à ce moment-là. Donc vous retournez exercer au pays. Oui. En quelle année à peu près? En 1961. En 1961, c'est après l'indépendance. Après l'indépendance. Un an et demi, de la un Somalie. an après l'indépendance. Un an après l'indépendance. Et c'est là que la politique vous rattrape. La politique m'avait déjà attrapé. Hein. Que vous épousez la politique, que la politique vous épouse, je dirais, sous... non, ça c'est venu un peu plus tard. Hein. C'est un peu plus tard.
Avant ça, c'était... en la personne d'un premier ministre de cet État de la Somalie oui. qui est nouvellement indépendant. Oui, c'était Allah yarhamou, Mohamed Haji Ibrahim Egal, Allah yarhamou. qui était étudiant avec nous en Angleterre. Oui. Et je l'ai connu en Angleterre. D'ailleurs, 3-4 mois après que je suis arrivée à Londres. Oui. Et c'était dans un event, un événement, Un événement, oui. à la fin de l'année. Et on avait invité tous les étudiants qui venaient des colonies britanniques ou des protectorats la veille du Nouvel An. Et il y avait la musique, il y avait des choses traditionnelles. Et pendant la musique, un grand jeune homme très beau vient me présente demander... à vous, oui. Absolument, oui. Bien sûr. Et me demande pour une danse. Alors, je dis, bon, automatiquement, dans ma tête, c'est quelqu'un qui est venu d'un autre pays de l'Afrique. C'est pas un Somalais. Et on a commencé à parler. Et d'où venez-vous? Je dis, Somaliland. Alors, il s'arrête. Somaliland. Et je dis, c'est parce que tu connais pas où est le Somaliland? Et il me dit, mais oui, moi je suis du Somaliland aussi. Ah bon? Alors c'est comme ça qu'on a commencé. Et il a dit, oh, Tomadahait. Qui es-tu? Je suis la fille de Adam Dakhtar. Adam Dakhtar. Et qui es-tu? Oh, moi je suis de Haji Ibrahim Egal. Alors, et il me dit, mais tu es ma cousine, parce que ma mère est de leur famille. Alors c'est toujours comme ça. C'est comme ça que ça a commencé. Très bien, mais bon, alors là, c'était... Oui. Mais 7 ans, ouais. Il a continué ses études, on s'est perdu de vue. Il retournait en Somaliland parce que son père était malade. J'ai continué mes études d'infirmière, j'ai continué mes études de sage-femme. Je commençais à voyager, prendre des vacances en Hollande, en Allemagne, en Autriche, Paris, la grande ville, Paris, la Tour Eiffel. Et je travaillais, je faisais part-time job. Parce qu'en tant qu'élève, infirmière et sage-femme, on gagne très peu. Pas beaucoup plus que les 30 roupies que je gagnais à Brah. Et je travaillais avec la BBC. La BBC. Et c'est là, peut-être, qu'on m'a appris à parler. Hein, je ne sais pas. Maintenant, on me donne un micro, je n'arrête pas. C'est bien. Mais c'est pour revenir à votre mariage avec Mohamed Haji Ibrahim. Mais laisse ça c'est plus tard. Non, c'est pour aller un peu plus vite. En fait, c'est que ce mariage va faire de vous un témoin de l'histoire de la Grande Somalie. Puisque vous devenez l'épouse d'un premier ministre, vous allez assister à un certain nombre d'événements qui vont marquer l'histoire de la Somalie. Dont la révolution marxiste qui va chasser du pouvoir Abdelrachid Ali Sharmarke. Et à ce moment-là, qui a tué, qui va assassiner, chasser et assassiner. Et effectivement, et vous assistez à un certain nombre d'événements qui vont marquer l'histoire de la Grande Somalie, mais aussi l'histoire de la Corne, etc. Et peut-être cette période a peut-être fait naître chez vous une vocation politique, puisque vous devenez bien plus tard, c'est vrai, mais quand même plus tard, une femme politique aussi à votre tour. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce parcour? Bien sûr. Le leadership politique, c'est important chez les... Pour moi, le politique, c'est pas... Je suis pas politicienne. Hein. I'm the least diplomatic person in the world. La moins diplomate qui a jamais vécu. Hein. Ministre des Affaires étrangères. Oui. Bon. En Angleterre, on m'a appris à croire en soi-même,
à croire à ce qui est juste, à croire à l'égalité, à croire à la freedom of expression, s'exprimer. Et d'ailleurs, mes premiers contacts avec la politique, c'était dans les années 58, 59. Non, ça c'est un peu avant moi. Congo belge, Lumumba, Kasavubu, je ne sais pas quoi. On allait, on allait pour freedom, les mouvements d'indépendance, de libération. Et en tant qu'élève, on allait à Hyde Park, on prenait des placards, la liberté à tous, l'expression à tous. Et c'est là où on avait commencé. Et je ne sais pas, peut-être quelque Votre part engagement dans le politique monde, est antérieur Non. à votre mariage avec Mohamed Ibrahim Egal. mais Ibrahim Egal, on s'est perdu de vue en Angleterre. Oui. Mais c'est en retournant en Somaliland en 1961, en ce temps-là, les deux pays, le Somaliland était indépendant, la Somalie italienne est aussi devenue indépendante, les deux se sont unis, éventuellement il y aurait d'autres pays qui allaient joindre, mais c'était le premier à essayer de faire une union. Et on avait lutté pour ça, on avait fait des démonstrations, j'ai fait la queue pour retourner mon passeport britannique pour prendre un passeport somalien. Ouais, on a fait la queue. Parce que, c'était comme ça. Retourner en Somaliland, infirmière, sage-femme, diplômée, qui travaillait en Angleterre dans ce temps-là, c'était vraiment une carrière que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup enseigné, et j'allais retourner dans mon pays pour transformer tout ce qui était dans les hôpitaux. J'allais changer tout ça. Mes hôpitaux de mon pays allaient devenir comme les hôpitaux en Europe que j'avais vus, dans lesquels j'avais travaillé. Alors, le jour que j'arrive, le lendemain, je vais avec papa pour aller voir le directeur de la santé. Alors là, je suis là, que voulez-vous que je fasse? Oui, mais à faire quoi? Faites ce que vous avez appris. Oui, mais où? Moi, je voulais que quelqu'un me dise, vous allez avoir ce poste, ça sera les conditions de travail, ça sera ton salaire, tu vas être responsable pour ça, tu seras, un tel sera ton supérieur, tu vas être chargé de tel et tel nombre de personnes, les horaires de travail seront ça, ta tenue sera comme ça, le salaire, les vacances seront tel, comme ça. Et voilà. Et j'allais signer un contrat. Mais je ne m'attendais pas qu'on me dise, mais va travailler. Mais je t'ai perdu. Alors je dis, mais que voulez-vous, comment voulez-vous que je m'habille? Voilà. Et qu'elle porte ce qu'elle veut. Et pour moi, la tenue, c'est important. C'est l'image de l'infirmière. Ça montre mon grade, mes responsabilités, ma position. Quand on est infirmière, surtout en Angleterre, dans ces années-là, on était fiers de notre tenue. C'est ça qui montre qui je suis. Et pour me dire, tu fais ce que tu veux, hein? Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. En tout cas, long story short, je me suis fait un habit présentable. Je suis allée à l'hôpital, j'ai travaillé.
Il y avait Dr Ali, un seul médecin. Un seul médecin, Ali Cheikh Ibrahim. C'est l'hôpital de Hargeisa. Hargeisa, le groupe hospital, l'hôpital le plus grand, avec 300 malades, un médecin. Et un Dr Ali qui aussi avait étudié en Angleterre. Et il me dit, alhamdoulilah, toi tu t'engages de tout ce qui est femme. Chirurgie, médecine, maternité sont à toi. Et avec qui? Avec qui? C'est comme ça qu'on avait commencé. Et à la fin du mois, tout le monde allait dans le bureau pour prendre leur salaire. Ils sortaient avec de l'argent. Alors, après, quand tout le monde a pris leur salaire, je suis rentrée à voir le directeur pour dire alors, il me dit regarde, je regarde la liste. Oui, rien. Ok, bon, alors je dis bon, peut-être le mois prochain ou le mois d'après. 22 mois, j'ai travaillé sans salaire. Pendant ces 22 mois, les gens allaient chez ma mère parce que avec toutes ses copines, ما حد يعلن ويد حقيقة صعطة ما قاعدش عايدن هيسا ما العق بادو بأهنتين نا إنانتا فريسيو كوريغا فريسي. Alors c'est tous les conseils qu'on donnait à ma mère pour qu'elle me garde à la maison. Et je dis non, si je quitte, ils vont fermer cette porte aux femmes. Et le problème, c'était pas parce que je ne savais pas faire. J'étais la seule qu'ils avaient. Et j'étais parmi les meilleurs. J'avais pris des primes en Angleterre. Mais c'est parce que j'étais femme. Si j'étais la femme du ménage, oui, il y avait un salaire. Celle qui faisait la cuisine, oui, elle avait un salaire. Mais une femme d'un grade supérieur, il n'y a jamais eu. Alors, ils ne voulaient pas encourager ça. Et moi, je ne voulais pas quitter parce que si je quitte, ils vont fermer cette porte. Heureusement, j'ai la famille. Je rentre chez moi, je mange, je dors, j'ai tout ce que j'ai. Alhamdulillah. Alors, moi, je vais tenir le coup. Donc, votre engagement social, finalement, il est né là. C'est là que ça a commencé. Oui, effectivement. Et les gens me disaient, si vous soignez gratuitement les gens. Ici? Retourne en Angleterre. On ne te donne rien. Retourne en Angleterre. Je dis non, je ne vais pas retourner en Angleterre. Je vais tenir le coup. Et après 22 mois, les hommes sont très malins, sont très très malins. Ils ont commencé mon salaire le jour où ils ont signé mon contrat. Le 1er janvier 1963. Tout ce qui était avant ça, c'est tombé dans l'eau. C'est parti, ça n'existe pas. Mais j'ai tenu le coup. Et la porte était ouverte pour les femmes. Et entre-temps... Vous avez bien fait, félicitations, effectivement. Et ça montre votre entre-temps, l'histoire de la voiture. Oh, Oui. Mais je voudrais qu'on revienne sur votre mariage. Okay. Non, on va sauter l'étape de la voiture parce que le temps nous est compté. Le temps nous est compté, malheureusement. Je crois qu'on a jusqu'à 21h. Et voilà. Désolée de vous avoir coupé la parole, Dr Edna. Donc, si vous voulez raconter la voiture, il n'y a pas de souci. Non, il faut que j'insiste sur... J'insiste sur la place que vous avez occupée. J'ai dit que vous aviez été un témoin de l'histoire de la Corne de l'Afrique et plus particulièrement de la Somalie. Et je voudrais que vous nous racontiez un petit peu ce que vous aviez vu là-bas. Bon, en tout cas, en revenant en 61, au mois d'août 61, je suis retournée. Au mois de décembre, le 10 décembre, le 1er décembre, mon père est mort. Allah yarhamou. Et le 10 décembre, il y avait le coup d'État militaire.
qui était menée par les officiers qui étaient retournés d'Angleterre, de Sandhurst. 1761, bien sûr. C'était les officiers du Somaliland qui avaient mené une révolution contre le régime de Mogadiscio. Ah oui, c'est là que ça avait commencé tout ce qui a suivi. Donc ce Hassan coup d'État Kate. a échoué dans un premier temps. Quand est-ce qu'est mort Abdullahi Saïd Abi? Quand est-ce qu'il était blessé, Hassan Kate, Abdullah Waranwal? C'était dans cette révolution. Oui, c'était très important. Et entre-temps, en retournant, j'avais appris à conduire en Angleterre à cause d'une copine Dutch, aussi têtue. Et j'avais appris à conduire. Et chaque fois que papa venait en Angleterre, je voulais lui montrer que je conduisais. Alors, je l'accueillais à l'aéroport. Il voulait aller ici, là-bas. Bon, je l'amenais, c'était normal. Et quand je suis revenue en Somaliland, comme je n'étais ni salariée, je n'avais pas de voiture, mais il y avait la voiture de Abo. Alors, si ma mère voulait quelque chose, c'est vous qui allez prendre Hoyo ou tu veux que je t'aide avec ça? Alors, mais je suis occupée. Alors, il me donnait la clé pour transporter maman. Et je l'amenais où elle voulait, je retournais. Ah, la police! Brrr, stop! 2 femmes dans une voiture. Oh, et une voiture au volant, une femme au volant. Un license qui met. Ça c'est anglais. Somali, j'ai pas. Qu'est-ce que c'est? Mais non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas descendre. Et pourquoi? Parce que tu es femme. Et alors? Mais tu ne peux pas conduire. Ah oui, je sais conduire. Ah oui, je sais conduire. J'ai conduit en Angleterre où il y a des milliers de voitures. Ici, il y avait peut-être une 40aine de voitures, une 50aine de chèvres, une dizaine de chameaux, 30 ânes. Et je ne peux pas conduire? Et je conduis. Alors, ils allaient chez papa. Ils disaient, mais il faut l'empêcher de... Et pourquoi? Mais c'est une fille. Et vous croyez que je ne sais pas que ma fille est une fille? Elle conduit, et si je n'avais pas confiance en elle, je ne leur ai pas donné ma voiture. Et c'est comme ça que je commençais à conduire. Alors, je travaillais sans salaire, dans un hôpital avec des hommes. Aïe, 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 aïe. Je conduisais une voiture. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce... On t'avait dit. C'était comme ça. Alors, pauvre maman, en tout cas, alhamdoulilah, c'est continué. Les stéréotypes et les obstacles ont été nombreux. Un jour, on nous dit, il y a le ministre de l'Éducation qui vient de la Somalie, et c'est Mohamed Haji Ibrahim Egal. Alors voilà, tu voulais savoir comment. Et tous les senior, single ladies, senior staff, the civil service, comment on dit ici? Les hauts cadres, voilà. Heureusement que j'ai une interprète ici. Les hauts cadres, ils doivent se présenter le governor's house, la maison du gouverneur. Il y a une réception. Et c'est qui vient? Ah, c'est Mohamed Haji Ibrahim Egal. Ah, Mohamed Haji Ibrahim Egal. Ah, oui. C'est lui qui n'a même pas eu l'éducation de me dire au revoir quand il partait. Ah, ok. Ah, mais tu dois être là, hein? Et pourquoi? Parce que tu es 4. Ah bon, finalement, je suis 4. Ok. Parce qu'on avait signé il y a quelques mois mon salaire, hein? Alors maintenant, je suis 4. Et j'ai demandé à l'hôpital, j'ai dit, au cas, si je dois échapper, vous allez m'envoyer la voiture à 9h pour dire qu'il y a une urgence. Alors si je suis un peu dans un problème, comme ça je peux m'échapper. Et je suis allée à la réception.
j'avais grandi, lui aussi il avait grandi, on a tous les deux pris des kilos. Et alors on présentait les gens au ministre, et il dit Edna Adan Ismail. Edna Adan Ismail. حاجات كده علي ما تسوتش وابن. Bon, ça c'est une grande histoire. En tout cas, ouais. Bon, la réception, à 9h, la voiture vient, et il y avait une vraie urgence. Alors je quitte la réception, et je vais à l'hôpital. On a travaillé, je crois, on a opéré, je ne sais pas ce qu'on avait fait. Vers 11h, je rentre à la maison. Toutes les lumières sont éclairées. Il y a des gens au véranda. Il y a 2-3 voitures dans notre parking. Et il y a maman, ma mère poule qui fait shahi, je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Et je rentre, c'est Mohamed qui est là. Et qui m'attend. Avec... avec son entourage. Il y a plein de shahis, des tasses ici, et ils étaient là depuis 1 heure, je ne sais pas. En tout cas, j'ai dit, bonsoir, oui. Il dit, je pars demain matin, et je voulais te voir avant de partir. Parce que en tout cas, c'est là. Et au mois d'avril, on était mariés. Et donc, c'est là que vous déménagez à Mogadiscio. C'est là que j'ai déménagé à Mogadiscio, j'ai changé. J'avais commencé à former quelques infirmières à Hargeisa. J'ai dû laisser quelques-unes responsables pour ça et là. Je suis allée à Mogadiscio. Et là, je suis tombée plein dans la piscine de la politique. Oui, effectivement. Parce que quelques mois après, il a démissionné. Il a rendu sa démission en tant que ministre. Il est devenu opposition. Il a commencé une nouvelle partie politique. Et c'est là qu'il y a eu des élections. Des élections, il y a eu... Bon. Et moi, j'ai besoin de travailler. Je dois travailler. Oui, alors, qu'avez-vous fait à Mogadiscio? Juste après la naissance de l'État de la Somalie. C'est là que l'OMS m'a trouvé. Ah, effectivement. Alors, il y avait un service de formation de sages-femmes qu'il voulait établir. Et il y avait une Libanaise et une autre qui ne pouvaient pas communiquer avec les gens, qui ne pouvaient pas enseigner. Et ils ont dit, est-ce que vous pouvez assister dans ce projet-là? Et c'est comme ça que j'ai commencé à formellement former des sages-femmes à Mogadiscio. Et je travaillais jour et nuit parce que c'était... Pourquoi il y avait encore moins de cadres à Mogadiscio? Il n'y avait pas de cadre. Il n'y avait pas de cadre du tout. Il n'y avait pas de cadre formé. Oui. Il y avait bien sûr des auxiliaires. Il y avait aussi des sœurs religieuses qui travaillaient là, italiennes, qui travaillaient, mais il n'y avait pas des gens du pays. Et petit à petit, les étrangers se retiraient du pays. Ouais. Alors ça vidait les hôpitaux de personnel infirmier et de sages-femmes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à former. Et tout d'un coup, il y avait aussi des problèmes. Vous allez lire tout ça dans le livre. Hein. Mais ce qui est arrivé, c'était qu'ils avaient besoin de former des sages-femmes en Libye. En Libye, à Tripoli. Alors, on me dit, ici, on ne peut pas vous payer ce que vous avez droit à avoir. Mais si vous acceptez un poste à Tripoli, en Libye, ce sera un poste comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et vous allez rendre un grand service, un grand pays, où les filles n'ont pas beaucoup d'éducation, en Libye, dans ce temps-là. Et c'est un pays musulman. Alors, on m'avait donné un choix de 3 pays. Le Yémen, l'Arabie Saoudite et la Libye. C'est 3 pays où ils avaient besoin de former des sages-femmes. Et j'ai dit, Yémen, oui, Aden, je connais, parce que ma mère a fait l'école là-bas aussi. L'Arabie Saoudite,
Oui, un pays, machallah. Mais je conduis une voiture. Je ne peux pas aller là-bas. C'est à cause de la voiture que je ne suis pas allée en Arabie Saoudite. Libye. Mais c'est où ça? Alors je regardais la Libye. Ah, non. Bon, je vais aller là-bas. Et je suis toujours curieuse. Ce que je ne connais pas, je veux savoir. Et c'est comme ça que je suis allée en Libye. J'ai travaillé là-bas pendant presque 3 ans. Et Mohamed est devenu Premier ministre. Je lui ai dit, خلاص كفاية أنا نكوبا هل كان لقى قبه صنعه هاي بلوري سكرت إتحام بدن دمي هرت بلوري سكرت أرتدو هاي قبه حلو. C'est comme ça. Alors je suis retournée en fin de 67 en Somaliland. C'était juste en Somalia, parce qu'à Mogadiscio, parce qu'on avait fait une union avec la Somalie. Et il y avait les élections, et il était Premier ministre. Alors là, il y avait aussi des voyages. On devait voyager, on devait aller aux États-Unis, on devait aller en France, Charles Quelle de était la Gaulle. condition de la vie à ce moment-là à Mogadiscio? Est-ce que les filles avaient accès à l'éducation? Est-ce que c'était un peu mieux qu'au Somaliland? C'était bon, en Somaliland, on avait commencé l'éducation aussi. Oui. C'était pas tellement épanoui, c'était pas tellement mais comme développé, mais c'était quand même mieux que le Somaliland. Mieux que le Somaliland. Il y avait des écoles où il y avait des garçons et des filles ensemble. Il y avait aussi le début des collèges. Mais c'était pas comme c'est développé, bien sûr, comme les choses débuts, sont développées maintenant. Et le plus grand problème encore, c'était que les gens n'aimaient pas que leurs filles travaillent dans les hôpitaux. Oui. Voilà. Alors, trouver des infirmières et des sages-femmes, c'est toujours un problème. Allah, c'est toujours un obstacle. Et pour moi, c'est ma passion. Les hôpitaux, c'est ma passion. Les malades, c'est notre devoir. C'est notre responsabilité. Surtout soigner les femmes. Soigner les êtres humains. Oui, soigner les êtres humains et malades. surtout les femmes qui avaient aussi un accès limité à la santé à ce moment-là. Bien sûr, la mortalité très haute, infantile et maternelle, des conditions vraiment... on devait brûler les lits pour tuer les bêtes. C'était des conditions comme ça, très, très, très difficiles. Oui, manque d'hygiène, manque de responsabilité. Parce que s'il n'y a pas de personnel formé, s'il n'y a pas de personnel médical, les choses s'abîment, les choses se salissent, les choses deviennent d'une condition très dangereuse. Et, la condition de la femme n'avait que très peu évolué, donc entre votre naissance à la fin des années 30 et jusqu'à la fin des années 60. Les femmes avaient très peu, les gens avaient très peu, et les femmes encore moins de ce qu'il y avait dans ce pays-là. Oui. C'était à la queue de ce qui restait pour les femmes. C'était pas... mais c'est comme ça. Et alors, je suis allée en Libye, commencer encore le même problème. Les filles voulaient travailler avec tous leurs boubous, langues traditionnelles. Mais non, je dois voir ta figure. Comment je vais savoir qui tu es? Il faut que je voie ta figure. Il faut que la personne malade voie qui tu es. Il faut que tu communiques avec la personne malade. Mais alors... couper les manches d'ici à là, c'était grimper Everest. Mais on avait réussi. Ouais. Et vous êtes retourné. 18 mois plus tard, je suis retournée en Libye. Oui. Et j'ai pleuré de joie. J'ai vu les petites filles libyennes qu'on avait formées avec difficulté, qui avaient des positions au ministère de la Santé du Libye. Des femmes puissantes qui géraient les services. Et bien sûr, la Libye avait trouvé du pétrole, avait changé tout.
Et la révolution avait eu lieu, non? Non, c'était plus tard. C'était avant. Quand j'étais là, c'était au moment de Sultan, le roi le roi. Idriss. Quand je suis retournée à 18 ans plus tard, c'était Kadhafi. Mais je ne suis pas retournée encore maintenant. Après ça, mes voyages dans ce côté du pays, du continent, je crois, sont limités. Mais l'évolution des femmes, Oui. c'était vraiment... et chaque fois que je retournais chez moi, je voyais aussi un développement. Oui. Et donc, Et vous avez continué votre carrière avec l'OMS, alors à partir de ce moment-là? Oui, je suis rentrée après la révolution de Siad Barre, j'étais emprisonnée, je sais pas, il y avait toutes des aventures. Oui. Et je suis rentrée, je suis retournée avec l'OMS. Ah, vous n'avez pas travaillé pour l'État de Siad Barre, alors j'ai le gouvernement travaillé de Siad de Barre. 76 au 78. De 76 à En 78. tant que la première femme qui est devenue directeur d'un département au ministère de la Santé. Ah, très bien. Voilà. Et qu'est-ce qui a changé à ce moment-là avec la révolution de Siad Barre? Est-ce que ça a changé quelque chose à la condition de la femme plus particulièrement? Oui, il y avait, d'après des hommes religieux qui étaient tués. On avait aussi, dans ce temps-là, on avait commencé la lutte contre les mutilations. Oui. Et on me jetait en galère, je sortais, je prenais le micro de nouveau. Quand on chantait Hi, hi, moi je mettais les mains derrière le dos. Mais je pense qu'il a quand même encouragé les femmes à travailler, à sortir de chez elles, à aller à l'école. Oui. Pour être correct, Siad Barre avait encouragé que la langue soit écrite. Oui, ça c'est c'est vrai. quelque chose qu'on C'est un doit. legs qu'il doit a à Siad laissé. Barre. Oui. Il avait insisté qu'on écrive la langue. La langue somali, Voilà. oui. Ça c'était un très En grand. caractère latin en plus. Voilà. Et, Ça, c'est un et héritage, il avait oui, c'est vrai, encouragé extraordinaire. l'éducation à tous. Tous. Jusque dans les campagnes les plus reculées, je crois. Partout dans le pays. Et ça, c'est quelque chose que vraiment on doit beaucoup à Siad Barre. Il a fait vrai. beaucoup d'autres choses. Il a tué beaucoup. Oui, Il a aussi. tué beaucoup de mon pays. Mais ça, je le dois. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose qui a vraiment Changer l'histoire. Ouais. changé l'histoire. Oui. Et Donc la condition de la femme s'est un peu améliorée après la ça a révolution commencé. marxiste. Il y a les gens retournés de l'étranger, les gens retournés de l'Italie, retournés d'Angleterre, retournés de l'étranger. Et petit à petit, il y avait 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 15 ou 20. Et chacune emmenait quelque chose de plus pour encourager ou valoriser la position de la femme. Et les droits de la femme, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Chacune doit lutter pour ça. Oui. Lutter pour ce qui est correct. Lutter pour ce qui est leur droit. Et lutter d'une manière peaceful. Pacifique. De façon pacifique, oui. Pacifique. Et moi, je dis que il faut... c'est mieux. On va se battre pour ça. Non. On va faire la campagne pour ça. C'est mieux. Le plaidoyer. Parce que on a tellement d'autres ennemis à se battre contre. La faim, l'ignorance. Ça, c'est nos grosses batailles. C'est ça que on doit se battre contre cela. Mais pas pour ce que nous avons le droit à avoir. On va faire la campagne pour ça. Et il faut être consistent. Il ne faut pas dire, bon, j'ai essayé, ça n'a pas marché, bon, moi je rentre chez moi. Hein. Non. On continue. Il faut persévérer. Oui, c'est vrai. On gagne des petites batailles. Pour gagner la guerre, il faut gagner des petites batailles. Et ici, dehors, j'ai vu la statue de Gandhi, Mahatma Gandhi, un des plus grands philosophes et un des plus grands pacifistes dans le monde. Et the philosophy of Mahatma Gandhi, which is something I quote a lot, c'est dit, quand vous avez faim, la moitié d'un pain, c'est mieux
que de mourir de faim. Half a loaf is better than no bread at all. Alors, les petites batailles qu'on gagne, c'est beaucoup. Il ne faut pas dire, ah, ben, c'est une petite bataille. Non, 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 mais la grande guerre. Mais c'est comme ça qu'on pourra arriver au développement. Et ce que j'ai vu ce matin au Palais du Peuple à Djibouti, Djibouti a gagné beaucoup de batailles pour les femmes. Mais justement, revenons sur votre passage, votre retour à Djibouti avec l'OMS, puisque vous avez été la représentante de l'OMS à Djibouti pendant très longtemps. Oui, de quelle année? De 91 à 97. À 91, on m'a envoyé ici. Femmes noires, africaines, représentants de l'OMS. Oui, mais ça va pas. Là aussi, c'était mais ils n'ont pas trouvé un défi. Ils n'ont pas trouvé. Bon. Mais vraiment, c'était. J'étais au bureau régional, j'avais beaucoup de projets, j'avais travaillé là-bas pendant 5 ans, au siège aussi à Genève. Et un jour, le directeur m'appelle et je retournais de Ghana et il me dit How soon can you go to Djibouti? But Djibouti, I was there last year. It's not one of my countries this year. C'est pas parmi les pays que sur ma liste. Non, non, non. I want you to go there. Je veux que vous allez là. Et alors j'ai dit, oh mon Dieu, tremblement de terre, je sais pas. Il y avait la guerre à ce moment-là, en plus en 91, c'est le début de la guerre civile à Djibouti. Après, oui, il y avait oui, donc vous arrivez dans une période difficile aussi. Il y avait la guerre dans la Corne d'Afrique. Là aussi, vous avez été témoin de l'histoire à Djibouti. Il voulait quelqu'un qui vienne à Djibouti, qui arrive, et ce qu'il m'avait dit, je veux quelqu'un qui arrive aujourd'hui et qui peut commencer à travailler le lendemain. Alors, et c'était la deuxième fois qu'on m'envoie à Djibouti parce que j'étais ici en 82. Hein. Ça, c'était ma première mission à Djibouti, c'était en 1982. J'étais ici pendant 8 mois à former des sages-femmes. Et s'il y a parmi vous quelqu'un qui peut passer un message à Samira Ali Higo, c'était ma première élève que j'ai formée à former des infirmières. C'était ma première fille djiboutienne. Et j'espère qu'elle nous entend. On a développé le curriculum, on a développé tout ce qu'il faut, on a établi l'école de formation. Et c'est elle qui a commencé à former des sages-femmes à Djibouti. Maintenant, Masha'Allah, Nadira et toutes les autres qui sont sorties, ça me rend très très fière. Et en 91, c'était ma deuxième visite, alors il me dit, je veux quelqu'un qui connaît Djibouti, qui est connu par Djibouti, et qui peut travailler dès le lendemain. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, il y a beaucoup de choses à faire, et on a décidé de vous envoyer. Il y avait la guerre en Éthiopie, l'Érythrée s'était déchirée, la Somalie, Somaliland s'était séparée, il y avait la guerre au Yémen, il y avait toute la Corne d'Afrique qui était en feu. Effectivement, c'était une période troublée. Très troublée. Et je dis, bon, pour combien de temps? Il a dit, 2-3 mois. Alors, j'ai fermé ma maison. J'ai donné mon chat à mes amis, s'en occuper d'elle. Et mis mon voiture dans le garage. Et je suis venue ici avec une petite valise pour 2 mois. 2 mois finis, tu restes encore 3 mois. 3 mois finis, tu restes encore 3 mois. Et j'ai fait 10 mois, 2 mois, 3 mois, 2 mois, 3 mois, sans vacances. Je payais mon loyer, mon appartement, ma voiture, je ne sais pas ce qui était, c'était dans le garage, mes pneus peut-être crevés. 10 mois plus tard, je suis retournée au bureau régional. Et 6 jours après, on me dit, on a pris une décision, vous allez retourner à Djibouti. Mais cette fois-ci, en tant que représentante, pas par intérim, mais en tant que représentante. Et vous allez faire 3 mois de formation. Pourquoi? Pour devenir représentant, il faut que tu fasses ta formation. Mais vous m'avez envoyé, j'ai passé 10 mois à Djibouti avec 2 jours de formation. Maintenant, vous allez me former pendant 3 mois. Ah oui, parce que là, vous êtes par intérim. Mais ici, si vous allez devenir le représentant, il faut que vous passez à travers tous
ces formations diplomatiques et tout ça. Alors j'ai fait 3 mois de formation et je suis revenue ici et je suis restée. C'était Une longue mission. longue mission jusqu'à 97, Oui. 6 mois et on dit encore 2, encore 2. Et pour moi c'était une passion parce que je donnais à mon pays, à Djibouti, ce que Djibouti m'avait donné. Oui, vous avez rendu, Et j'avais changé. oui, c'est vrai que Djibouti avait joué Il y avait un rôle dans aucune votre accès à chose- l'éducation. Il n'y avait aucune chose que je demandais pour Djibouti qu'on me refusait. Alors l'OMS m'avait surnommé le représentant de Djibouti à l'OMS. Ouais. Et pourquoi Très pas. bien, bravo. On vous remercie Et pourquoi en tout pas. cas pour ce que vous avez fait pour Mais Djibouti. alhamdoulilah. Et à Et 60 vous avez ans, terminé votre carrière à l'OMS à Djibouti. Oui, ou oui, non oui, c'est là où j'ai pris la retraite. C'est là où vous avez pris, après Djibouti, vous avez Et pris votre retraite. j'ai vu mon pays qui était tout cassé, Oui, tout donc, aplati. Et c'est là où j'ai pris la décision de construire un hôpital à Hargeisa à l'âge de 60 ans. Et où est Scafariso? Donc c'est en Mais t'es vieille. 98 que vous retournez en 98, donc lorsque vous prenez votre retraite, vous retournez au Somaliland. En 97, j'ai pris non, je travaillais, j'ai pris la retraite Oui, et je suis rentrée en Somaliland oui, pour construire mon hôpital. Le gouvernement, il y avait mon ex-mari oui. qui était le président de Somaliland, m'a Oui. donné un terrain que personne n'en voulait parce que c'était un terrain vague. Et mais en tout cas, c'est là où j'ai commencé à construire mon hôpital. Mais la politique vous rattrape une deuxième fois à ce moment-là. Donc vous 5 entrez mois, au gouvernement. il m'a vous avez fallu- des ambitions politiques à ce moment-là ou on vous Non, force non, un peu la j'étais- main comme toujours pour J'étais charpentier, entrer au gouvernement. maçon, mécanicien, je ne sais pas quoi, pendant 4 ans, pendant que je construisais l'hôpital. Oui. Et j'ai ouvert l'hôpital en mai 2002. 2002. Et 2 mois plus tard, Allah yarham, Mohamed est mort. Ouais. En Afrique du Sud. Mm. Et le même mois, après les décès du président, le président qui l'a suivi, qui était le vice-président, Oui. Dahir Yale Kahin, m'appelle et m'envoie en mission avec une délégation en Afrique du Sud. À mon retour, il y avait des, je sais pas, 2 mois plus tard, elle me dit, vous êtes nommé ministre. Je dis, non, s'il vous plaît, monsieur le président, je vais faire tout ce que vous voulez, mais je ne peux pas quitter mon hôpital. J'ai un petit bébé de 5 mois, c'est un hôpital. J'ai pas suffisamment de personnel, je suis en train de former le personnel. Je ne peux pas quitter, je ne peux pas. Et moi, je suis quelqu'un qui, si on me donne un devoir, je dois le faire bien. Si je ne peux pas le faire bien, je ne veux pas le faire. Et comment Alors, vous gérez alors cette bon, carrière je- politique qui j'habitais- commence et votre engagement social qui connaît il faut ses être- débuts là sous la forme de la construction d'un hôpital? D'abord, ça tombait bien pour le gouvernement parce que Oui. j'habitais dans l'hôpital. Oui, Il n'y avait pas de bâtiment dans ce temps-là. En 97, oui, tout en avait été 2002. détruit, oui. pour des bureaux administratifs. Et on cherchait un local, il n'y a pas, non, ça c'est trop loin, ça c'est trop cher, ça c'est pas bien. Et je les ai donné le premier étage de mon hôpital, à devenir le ministère de la femme et de la famille. Ah, très bien, bravo. Alors, Ça j'ai devait dû être ouvrir le une autre premier, porte, oui. faire des escaliers. Alors, quand vous rentrez ici, vous allez au ministère. Ouais. Quand vous rentrez de là, vous êtes à l'hôpital. Moi, je suis au premier étage. Oui. J'ai mon appartement où j'habite jusqu'à présent. Je reçois des présidents, je reçois des délégations chez moi. Si c'est bien pour moi, c'est bien pour tout le monde. Oui. Pourquoi pas? Très bien, bravo. J'ai- D'ailleurs, chaque année, Bravo, on a donc. la journée djiboutienne. Oui. L'Ornef Pankala, tous les Djiboutiens viennent, on mange, on fait un repas. Bon, c'est là. Ah, très On- bien. on Donc vous donne le devenez mot- ministre des Affaires étrangères. Et Si je ne me trompe. 1 an, 8 mois plus tard, Oui. on a commencé avec le ministère de la Femme,
J'ai engagé la première femme à devenir directeur d'un département. Alors, Ah, vous êtes ministre de la femme, de la d'abord, femme dans un et de la premier temps. famille. Oui, Ah, pendant ok, 8 ans, très 8 mois. bien, très 8 bien. mois. Alors, dites-nous, Et qu'avez-vous après- fait pour les femmes à ce moment-là? Ah, Quel était l'état de développement D'abord- de la femme et qu'avez-vous pu faire? aïe, 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 aïe. C'était une période difficile aussi, hein. C'était une éducation. Travailler avec un gouvernement, le président, le vice-président, tous les ministres, tous les directeurs, c'est tout homme. Ah, vous étiez la seule femme, La seule l'unique. femme. Et bien Oui. sûr, les hommes sont tellement gentils. Ils disent mais pourquoi je vais être fatigué? Vous n'êtes pas fatigué. Comment voulez-vous que je sois fatigué, moi? Mais non, je suis ministre, je suis parmi vous. Vous allez prendre une décision et je dois avoir mon opinion. Et en plus, quand je suis devenue ministre des Affaires étrangères, ils veulent parler, discuter de choses qui ont des implications internationales. Oui, Je dois être là. Mais c'est l'après-midi. Mais on va brouter. Ben, brouter, moi je vais trouver des biscuits. C'est pas grave. Vous mangez ce que vous voulez, moi je mange ce que je veux. J'ai que 60 ans, my God. I'm only 60 years old. I'm young. I do 7 kilometers a day. I walk. J'ai insisté. Alors, ils m'ont surnommée, bien sûr, The Iron Lady of Somaliland. Mais il faut insister, mais avec respect. Avec respect. Et à combien de femmes ministres sommes-nous actuellement Bon, au Somaliland? après 8 mois, il y a eu une deuxième femme Oui, qui est devenue ministre de la femme. Et moi, j'étais ministre des Affaires étrangères. D'accord, Maintenant, il y a deux. 3 ou 4 maintenant. 3 ou 4. Voilà. Mais Et- il y a aussi des directeurs. Il y a, Et il y a- au il y a niveau des de l'Assemblée nationale, quel est le taux de représentation des واحد femmes? الله واحد. Une Une seule. seule femme. Une seule femme. Ah, mais Mais- quel est le problème? Le Pourquoi ça c'est les bloque à votes. ce niveau-là? Le problème, c'est les votes des femmes Ah. qui font la queue pour voter, donner leur voix à un homme. Mais quand c'est une femme, et la tribu, c'est ça le plus grand péché qui nous mais qu'est-ce qui te regarde? C'est une femme instruite, forte, qui peut contribuer au développement du pays, n'importe d'où viennent ses enfants, n'importe quelle tribu sont ses enfants. C'est une femme, c'est la qualité dans cette personne que vous devez choisir. Donc, ما هالرير ما يتغير غير ما يقول لحظة أنا بريت الرير كل الجرسلة ما إلى هبة تاكل شغلة ah, لكن قفتن وقالي قفتن حجيسته قفتن صوصارة قفتن هيدين هذا الشو قفتن هيدين مت الشو. C'est ça qui est important. Et donc le Somaliland a encore beaucoup de progrès à faire pour améliorer le Oui, leadership oui. politique des Il y a femmes. beaucoup- Si on est un député, sur combien de députés à peu près à l'Assemblée nationale? 60. Et il y a 60. aussi l'Assemblée et il y a le Sénat. Le Sénat, Alors, ah oui, effectivement, il y a encore 30, beaucoup de progrès. 60. Mais au niveau de Et- l'éducation, où Alors, on est le l'éducation, Somaliland? c'est universel, Oui. garçons et filles. D'ailleurs, dans mon université, j'ai 1500 élèves. Et 60%, 70% de ces élèves sont des filles. Bravo, Parce que- machallah. Bravo. Et ce qui me rend très fière, dans les examens, les garçons, vous pouvez fermer vos oreilles, hein, si vous voulez. Les plus performantes, c'est les filles. Machallah. C'est les filles. Ouais. Il y a, bien sûr, il y a aussi, enfin, je suis mère, je suis leur mère, Ouais. mais les filles sont des combattantes. Elles travaillent beaucoup plus. Oui, Et c'est ça vrai. me rend tellement fière. Vous allez voir, on va vous montrer des Oui. clips, mais vraiment, ça me rend très très fière. Oui. Et ce que Djibouti, vous avez un président et une première dame et une ministre de la femme et de la famille. Il n'y a pas de mieux, hein.
Masha'Allah. Masha'Allah. Vous êtes très, très, très lucky, Oui, chanceux C'est vrai. d'avoir des présidents, une première dame, ministre comme ça. Vous êtes oui, très c'est chanceux. vrai. Il y a Masha'Allah. il y a une politique très volontariste en Voilà. faveur du développement de la femme ici. Voilà. Pour finir avec votre engagement social, donc maintenant, vous avez depuis donc de 97, depuis Ouais. que vous avez pris votre retraite de l'OMS, vous avez investi tout votre temps, votre argent, votre énergie pour améliorer la santé de vos compatriotes au Somaliland. Alhamdulillah. Et alhamdoulilah, c'est couronné de succès puisque vous avez votre propre hôpital qui peut accueillir combien de malades Et de Combien cauchemars de lits aussi. Et de cauchemars aussi. aussi avec Ouais. son lot de difficultés, Ouais. j'imagine, Ouais. mais 26 000 enfants sont nés à 20 l'hôpital. 26 000 enfants 26 000. soignés, Non, nés. nés à l'hôpital. Nés à Ah, l'hôpital. très bien. Depuis Cinquantaine mille de malades soignés. combien de lits à peu près 69. 69. Mais nos murs sont des fois élastiques. Hein. Ah oui, On dit- oui, pour faire entrer de Ça veut dire nouveaux que malades. parce que c'est là où la rue. Hein. Et dites-moi, comment vous financez alors je pense que mon votre fortune ne Bon, doit pas on a suffire à Bon, financer. tous qui sont pauvres, tous qui les- sont mauvais sont chez moi. Et sont les bienvenus. C'est bien. qu'Allah vous récompense. Mais Pour nous vos avons efforts, aussi des chambres privées. Moi, je veux une chambre privée pour ma femme. Ah oui, 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 oh, ça, on en a. Hein. Alors, Donc, il y a des payant, patients qui payent. parce que, pour oui, oui, ceux je qui ont dis- les moyens payent. Je dis que tout le monde paye, parce que je Oui. ne veux pas dire que tout, c'est free, Oui, parce que sinon on va être inondé. oui, c'est vrai. Mais ils savent que si c'est compliqué, si c'est pauvre, si c'est dangereux, on me l'envoie. Oui. Pour se faire visiter, vous allez payer $1,50. D'accord, c'est la visite Pendant, en externe, à la consultation la d'un médecin. consultation. Si vous êtes à l'hôpital, vous allez payer $10 par jour. Ok, si vous êtes hospitalisé, Qu'est-ce que je vais faire est-ce que vous acceptez les chèvres et les moutons pour être payés? Non, j'accepte pas. Non. Mais on m'en offre des moutons. Ben oui, Au Moulin Khala. aussi. Hein. Oui, 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 ça, c'est très bon local, Ramadan bon local, Rachid bon local. Ça, c'est donné aux malades. Oui. Mais nous avons aussi des hommes et nous avons aussi des hommes. C'est pas uniquement un hôpital pour les femmes maintenant, il y a tout le monde. Et vous avez peut-être des mécènes, si ma copine Melinda Bill Gates vient accoucher, elle va payer $35. Ah, comme tout le monde. Hein. Voilà, Très bien. $35, c'est ça le maximum. le maximum. Ah, très bien. Alors, Mais est-ce que cet argent suffit? C'est-à-dire que bon, les coûts sont non, pas non, élevés non, pour non, se faire non, soigner. j'ai construit des magasins Oui. qui sont loués. Alors ça, c'est Pour Waqf. financer. Ça finance l'hôpital. L'hôpital. Aussi, j'ai bien. ma retraite. Et quand on m'invite 2, 3, 4 fois par an, je vais aux États-Unis, je donne des lectures. D'ailleurs, je dois aller au mois de juin. Donc vous financez votre hôpital Oui, avec oui, votre propre oui, argent. Oui, en oui, fait. oui, oui. L'argent sort de votre poche et va directement dans Voilà. l'hôpital. Je reçois des dons de matériel. Voilà, du Je mécénat. reçois des J'imagine qu'il y a des experts. mécènes qui vous soutiennent. J'ai une fondation aux États-Unis, Oui. the Edna Hospital Foundation. Je reçois aussi des experts qui viennent travailler pour nous gratuitement et pour enseigner nos personnels, surtout nos Donc chirurgiens. l'hôpital est aussi un hôpital universitaire. Vous Ah avez... oui, alors, et Et maintenant, l'université existe depuis bon, quand? le bébé, l'hôpital est né en 2002, Oui. l'université est née en 2011. Ah, Alors très j'ai deux bien. enfants, j'ai Oui. l'hôpital et l'université. Oui. Et l'université Vous commence à compliquez la tâche. financer un peu l'hôpital. Ah, Mais tous les l'université deux, ouais, ok, mais est tous les deux payante. Ne sont pas... Oui. Est-ce que le système des Nations Unies vous soutient? Est-ce que l'OMS pour laquelle vous avez travaillé vous soutient?
Il me donne ma retraite. Oui. Et quand j'ai pas oublié de signer les formulaires, les centaines de formulaires qu'ils m'envoient, Pour toucher la retraite. je touche la moitié de ma retraite, oui, parce que une autre moitié, je l'ai pris en avance. Ah oui, Voilà. pour financer Pour l'hôpital. financer l'hôpital, oui. Mais C'est quand je vais aux extraordinaire, oui. États-Unis, on me paye. Je dois aller par exemple, il y a des universités où Pennsylvania, nous avons un accord, je vais chaque année pour donner des lectures. Ouais. On me paye 12 000, 17 000, 15 000 par lecture. Et cet Alors, cet argent est, voilà, est réinvesti dans l'hôpital. Je ramène ça à l'hôpital. Oui, en fait, Et tous mes bijoux, c'est parti. oui. Bon, il ne faut pas que je perde mes perles. Hein. Oui. Pas les perles. Tu veux ça? Bon, attends, je te donne l'autre aussi. Hein. C'est pas $2, c'est pas beaucoup. Alhamdulillah. Oui, Mais je suis... il faut que je tourne les perles. Hein. Oui. En tout cas, bravo, docteur Edna. Je pense que on va vous remercier, mais avant, on va donner la parole ce que je veux à dire, l'assistance, afin s'il vous plaît, si je peux dire une petite parole encore. Oui, et puis on a votre projection à Oui, montrer mais aussi. ce que je veux que les filles écoutent, c'est que c'est pas moi qui a donné quelque chose, c'est moi qui reçois. Je reçois l'orgueil, je vois la joie quand je vois mes étudiantes il y a 15 ans, 16 ans, qui travaillent maintenant, qui sont des chirurgiennes, quelques-unes des médecins. C'est pas une perte, j'ai rien perdu et j'ai tout gagné. Non, vous n'avez rien perdu, vous n'avez rien perdu, vous êtes un modèle à suivre, vous êtes, masha'Allah. Madame la ministre, masha'Allah, une de mes filles, Madame Acha, et notre fille Mariam, c'est des Djiboutiennes qui sont venues chez moi. C'est pas le luxe, mais c'est là où j'habite. Oui. Voilà. C'est et très alhamdulillah, le montre s'est retourné, que vous avez oublié chez moi. Voilà, alhamdulillah. Bon, c'est le message que je laisse avec vous. Oui, que il rien faut n'est impossible. Aimer ce que vous faites. Il faut s'aimer aussi, aimer votre pays, reconnaître votre devoir. Vous avez un devoir, vous avez été instruit. Chacune parmi vous a eu une éducation. Et il ne faut pas que ça soit du gaspillage. Il faut retourner, il faut donner quelque chose. Il faut rendre ce qu'on a reçu. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, vous auriez pu vivre une retraite tranquille, une retraite dorée dans une belle maison, mais vous avez choisi de tout réinvestir dans votre pays en faveur des soins de vos compatriotes. À 82 ans et demi, oui, Masha'Allah. Que je puisse travailler. En tout cas, vous êtes un modèle pour les jeunes filles et les dames qui sont ici. Remercions le docteur Edna pour le partage de son histoire. Son histoire est résumée dans ce livre qui vient de paraître et donc qui est en vente dehors. Vous pourrez l'acheter. Il est écrit en anglais. Malheureusement. Mais bon, mais il y a des photos. Oui, très bien. Oui, on va projeter la présentation de Dr Edna. Elle est relativement rapide. Et ensuite, je passerai la parole à l'assistance. Et merci pour que vous puissiez poser quelques questions. Merci. Je vois encore une de mes filles là-bas, au deuxième rang. Masha'Allah. Masha'Allah. Non, je vais rester debout. Voilà, merci. Ce bébé-là, il est très important.
c'est notre premier-né, Harir. Ce petit garçon-là, Masha'Allah. Ça va, ma grande. Bon, on va faire vite. Je crois que pour la journée de la femme, il faut apprécier la position de la femme. C'est la mère du monde. Et ça, c'est un hôpital qui a été détruit pendant la guerre. Qui détruit des hôpitaux? Et c'est pour ça que j'ai construit mon hôpital. Ça, c'est les fondations. Est-ce que je suis... C'est bon? Fondation, construire, 4 ans, construire, et alhamdulillah, en 2002. Et ce n'est pas les murs qui soignent les gens, c'est la formation du personnel. On peut soigner les gens, on peut même faire des chirurgies dans une tente, sous un arbre, dans une ambulance. C'est la formation. Et c'est là que j'ai commencé à former des sages-femmes, des infirmières, et former, et former, et former. Et j'ai dit, j'ai besoin de 1000. J'ai besoin de 1000 pour ce pays-là. Elle me dit, 1000? Et c'est comme ça. On a continué à former des sages-femmes. Il y a toutes des couleurs différentes parce que je ne me rappelle pas des noms. Hein. Ça, c'est un péché que j'ai toujours eu. Alors, tous les différents sujets, ils ont une tenue différente. Parce que là, c'est les sages-femmes. Les autres, ça, c'est des infirmières en bleu. Et comme ça, je sais qui fait quoi. Ça, c'est important. Celle-là, c'était une de mes premières élèves. Maintenant, c'est elle qui est la directrice de la formation. Ça, c'est à Gabiley. Ça, c'est à Berbera. Nous formons aussi à Bur'o, Ergabo, Borama, Las Anod. Partout où il y a des hôpitaux, on forme les gens. Comme ça, elles restent sur place. Avant, je les formais à Hargeisa et elles restaient à Hargeisa. Maintenant, on les forme sur place. Et pour moi, c'est important parce que cet hôpital-là, ça, c'est le parquet que les Anglais avaient laissé. C'est l'hôpital où mon père travaillait. Et je me rappelle pendant mon enfance, quand j'allais avec Abo, c'est dans le même hôpital où mon père travaillait. J'ai eu le privilège de pouvoir former des gens maintenant. Alhamdulillah. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que ça? Mesdames et messieurs, l'anesthésiste, c'est une femme. L'assistant anesthésiste, c'est une femme. Le chirurgien, c'est une femme. L'assistante chirurgienne, c'est une femme. L'instrumentaliste, c'est une femme. Dans un théâtre, dans une salle opératoire gérée par une femme, dans un hôpital construit par une femme. Voilà les femmes. Et celle-là, c'est ma nièce, c'est c'est la petite sœur de Mouna, c'est la fille de mon frère. Et elle est maintenant au Kenya, elle fait la pédiatrie. She's as tough as they come. Alhamdulillah. Ça me rend fière. Voilà. Et nous avons des malades, hommes et femmes, que nous aimons et que nous aidons. Parce qu'un malade, c'est un malade. On ne veut pas dire c'est qui, mais une tumeur, ça ne connaît pas un kolama. Une tumeur, ça ne veut pas dire il est d'ici ou là-bas ou je ne sais pas où. Il y a des gens en soigne qu'on ne comprend même pas la langue qu'ils parlent.
c'est des malades, on les soigne, tant pis, that's it, c'est un hôpital. Alhamdulillah. Une fille née comme ça. Pendant 23 ans, cette fille se cachait la figure. Parce que les enfants avaient peur de voir Allah mawaraba, Allah il kanadera. Alhamdulillah. Maintenant, il y a une petite cicatrice ici, une autre là. Elle a des dents artificielles qu'on ne voit pas. Alhamdulillah, c'est une fille comme tout le monde. Masha'Allah. Le plus grand problème, c'est le hydrocéphale. Regardez la tête de cet enfant et regardez les cicatrices. Regardez ce qu'on a fait à ce petit enfant-là. On a brûlé. Ouais, le goubé. Quelqu'un a été payé pour faire ça. Et attendez, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez ce qu'ils ont fait à ce petit bébé-là. Il était presque mort quand il était venu. Et on a dû soigner d'abord ses plaies avant qu'on puisse opérer. L'ignorance. Regardez-moi ça. La tête de l'enfant est plus grande que la tête de sa mère. Et nous avons opéré sur 500 enfants avec hydrocéphale qui viennent de Djibouti, de Somaliland, de Somalia, de l'Éthiopie, n'importe. C'est un enfant qu'on soigne et nous sommes le seul endroit dans la Corne de l'Afrique où on le fait gratuitement. Ils payent 100 ou 150 $ pour les analyses, mais la chirurgie, le soin, c'est gratuit, alhamdulillah. Et qu'est-ce qu'il y a de plus précieux? Bon, et ça, c'est une fille... elle a resté, je ne sais pas, des mois et des mois. Mais regardez comme elle était quand on nous a amenés. Elle ne peut pas ouvrir la bouche, elle ne peut pas fermer la bouche, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas boire, elle ne peut pas manger. Elle est toute brûlée. Et si elle bouge son bras, ça se casse, ça se coupe. You see that? It cracks. It's cracking. Alhamdulillah. Bon, maintenant, elle a un coup. Elle est encore en soins, mais elle a déjà un coup. Alhamdulillah, elle peut fermer sa bouche. Et moi, je dis, it's the most beautiful smile in the world. Pour voir cette petite fille. Et c'est une fille adorable. Si j'avais des moyens d'adopter un enfant, j'aurais adopté celle-là. Masha'Allah. Et je vais terminer avec ça. Les femmes en force. Dans l'hôpital et aussi dans la brousse, parce qu'on va en brousse. On va dans les villages à côté. Et alhamdulillah, ça c'est Choukri. Je vais vous raconter l'histoire de Choukri. Dr Choukri, c'était un... Aïe, 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 aïe. Choukri, c'était parmi les premières élèves que j'ai eues. Elle était toute petite. Et elle a pris les examens d'entrée. Elle a réussi. Et on a mis les 40 qui avaient réussi les plus hauts parmi 300. Et on a mis la liste sur le mur dehors. Je dis, bon, demain, je vais voir ces 40. On les met dans la classe. Et il y a une petite fille au 3e rang. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle est, cette petite enfant là aussi parmi... elle est parmi ceux qui avaient réussi. Je dis, non, c'est pas possible. Mais c'est une enfant, mais c'est une petite gamine. Mais qu'est-ce que 300 personnes sont venues et vous prenez une petite fille, elle va gaspiller la place, elle ne va pas étudier. Ce n'est pas un endroit de jeu ici, c'est un hôpital. Qu'est-ce que je vais faire avec cette petite gosse-là? Vous n'avez pas fait, vous n'avez pas bien choisi. Eh ben, elle a eu la meilleure note. Aïe, 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 aïe. Trop tard, je ne peux rien faire. Choukri a maintenu sa position.
Elle a continué à pousser, à grandir. Elle est plus haute que moi maintenant, elle est plus grande que moi. Et c'est elle qui opère sur ces enfants-là. Et c'est moi qui avais tort, parce que je n'avais pas confiance en cette petite fille, et elle a vu me montrer à tout le monde qu'elle était capable de faire ce que faisait celle qui était plus grande qu'elle. Et maintenant, c'est elle qui est le chirurgien. Alhamdulillah. Et je vous laisse avec ça. Et je vous remercie pour cette occasion. Je remercie ma fille, ma nouvelle fille, Obah, et son équipe pour m'avoir invitée. C'était un plaisir, un honneur, et ça me rend très fière. Et je dis vive Djibouti, vive les femmes djiboutiennes, et vive les femmes instruites, vive les femmes fortes que vous avez ici à Djibouti. Merci, merci. Chers amis, je crois qu'il est déjà très tard. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller nous rafraîchir dehors, prendre un peu de rafraîchissement, et on va laisser le mot de la conclusion à Obah et à Dr Edna. Juste un instant. C'est nous, on est fiers qu'aujourd'hui vous soyez là, Madame Edna. Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous ce soir. C'est un immense plaisir. Un petit cadeau de la part de Madame Obah, qui est... Je laisse Madame Obah faire le discours de clôture. On va y aller. Je vous souhaite. J'espère que vous n'êtes pas fatigués, que vous êtes. N'oubliez pas pour les livres de Madame Edna. Elle va vous les dédicacer aussi. Voilà. Si vous avez des questions, venez voir directement Madame Edna. Pour les photos, je pense qu'il faudra faire la queue. Mais si vous y tenez, il faut y aller. Merci à toutes et à tous d'être venus. Bon cocktail.
xusuusan go'aynin adaa naga geeya gudoon aabo gudoon gudoon aabo gudoon gudoon aabo gudoon gudoon aabo gudoon salaagacantooyo kasoo godinaata xusuusan go'aynin adaa naga geeya gudoon aabo gudoon gudoon aabo gudoon gudoon aabo gudoon gudoon aabo gudoon salaagacantooyo kasoo godinaata xusuusan go'aynin adaa naga geeya gudoon aabo gudoon gudoon aabo gudoon gudoon aabo gudoon gudoon aabo gudoon
ومالنتي هواك دنيدا مالك السباد ويدا ماموس لغو حساي ويا لغو حساي ويا ومالنتي ومالنتي هواك دنيدا مالك السباد ويدا ماموس لغو حساي ويا لغو حساي ويا سيدة مارس ومالتي هواكو مرتبة يا شرف أمبر يمودي مرتبة يا شرف أمبر سيدة مارس ومالتي هواكو مرتبة يا شرف أمبر يمودي مرتبة يا شرف أمبر kastaba u helan mahura waxbarashiyo magaca haween u gaara meel sare wadadal mugwayno mujtamaca dhexdiisana meesha ay ku leeyiin ka dhex muuqda weeyaan marwada dalkeenne kastaba u helan mahura waxbarashiyo magaca haween u gaara meel sare wadadal mugwayno mujtamaca dhexdiisana meesha ay ku leeyiin ka dhex muuqda weeyaan madaxweyne gele maamulkiyo xukuumadda meela sare u dhiibe kaalintoodii muujiyey waa mid sharaf u ah haweenka madaxweyne gele marka uu haweenka maamulkiyo xukuumadda meela sare u dhiibe kaalintoodii muujiyey waa mid sharaf u ah haweenka markay tahay agaasime martabada wasiirnimo mudana iyo xildhibaan marwada xaqiiqo marka samada dhowra waa halgan midho dhalay markay tahay agaasime martabada wasiirnimo